À l'est, une nouvelle place de marché, faisant en sorte que graduellement, on va la délaisser. C'est aussi ici, comme c'est une place publique, puis qu'il n'y a pas de radio puis de télévision, quand on a des nouvelles à crier, des édits, des ordonnances, c'est un huissier qui, ici, au son du tambour ou bien sur le continent nord-américain, pour signer le traité de la Grande Paix de Montréal. Imaginez la population de Montréal à l'époque, 1200, pas tout à fait 1300, et on va inviter 1300 délégués de 38 tribus, tant au Canada qu'aux États-Unis, pour venir ici signer le traité de la Grande Paix de Montréal. Or, comme les Amérindiens n'ont pas de langage écrit, pour signer ce traité, les délégués de chaque tribu vont utiliser soit son emblème personnel ou l'emblème de la tribu qu'il représente. Et on voit que dans une bonne partie des cas, que ce symbole, cet emblème, c'est très souvent un animal. Il servait de magasin et d'entrepôt. Alors, comme il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient là-dedans, puis qu'il n'y avait pas d'électricité au moment où on construit ça, donc ça rend pour qu'il y ait beaucoup de fenestration pour que la lumière y pénètre. Et vous avez, donc ça c'est typique de la façon qu'on construisait dans la seconde moitié du 19e. Et aujourd'hui, depuis 1980, celui qui va acquérir cet immeuble, on peut dire qu'il va faire du façadisme, c'est-à-dire qu'il y a tout démoli en arrière. Donc, en arrière, c'est des bureaux. À Saint-Joseph ou Saint-Sulpice d'aujourd'hui. C'est une rue typique du régime français. Il y avait beaucoup de tavernes, beaucoup d'animations. On est collé sur le marché, la place publique. Donc, ça a beaucoup d'animations. Monsieur de Maisonneuve va faire et en 1892, pour le 250e anniversaire de la Fondation de Montréal, la Société historique de Montréal va faire évacuer cet obélisque des fondateurs, va le commander parce qu'il va être mis en place qu'en 1894. Et pourquoi on appelle ça l'obélisque des fondateurs ou le monument des pionniers? C'est qu'on y retrouve cet obélisque au sud, le nom des véritables fondateurs de Montréal qui n'y ont jamais mis les pieds. Parce qu'oubliez pas, entre 1811 et 1819, c'est un édifice, là, on est rendu sous le régime britannique et on continue à construire comme on construisait sous le régime français. Alors, les Canadiens français continuent à construire comme ils construisaient avant la conquête. Alors, c'est typique du régime français, avec ses esprits, avec ses yeux de bœuf. Et il y a une madame qui parlait, c'est ça les écuries. Bien, sachez que ça n'a jamais été des écuries. C'était des entrepôts de potasse. Alors, à l'origine, c'est des entrepôts de potasse parce que la potasse joue un rôle important dans l'économie de la colonie. On exporte la potasse en Angleterre qui sert au blanchiment des tissus. Et vous savez que jusqu'à ce qu'on recycle cet immeuble, ça a toujours servi d'entrepôt. La méprise vient que ça appartient, le terrain appartient aux sœurs grises. OK? Et forcément, comme il avait signé un bail amphithéotique, éventuellement, la bâtisse avec leur revient. Alors, et c'est en 1967 que les sœurs grises vont s'en départir. La société qui va l'acquérir, elle prend comme nom. Elle est enregistrée sous le nom de les écuries Diouville limitées. Donc, on parle des écuries Diouville parce que c'est le nom de l'entreprise qui les accueille, qui l'a acquise, mais sachez que ça n'a jamais servi de invalides, aux vieillards, aux orphelins.
Et cet hôpital va ouvrir ses portes en 1694. Alors donc, vous avez que quand François Charon de Labarre meurt, la communauté avec maladministration doit être dissoute. Et ça, dans le domaine des Récollets, c'est que c'est la seule place dans le Vieux où il y a cette unité architecturale. Parce que tous les édifices qu'on peut voir, qu'on regarde n'importe où, ont tous été construits entre 1858 et 1874. Donc, en l'espace d'une quinzaine d'années, pour des grossistes et des importés qui étaient dans ce quadrilatère, comme ça. Et vous avez... Et regardez ici, on voit la réflexion d'un clocher d'église. On le voit. Alors, parce que juste où se trouve l'édifice Johnson, excusez-moi, eh bien, il y avait à une certaine époque l'église presbytérienne Saint-Paul qui va déménager au centre-ville, puis du centre-ville, on va la défaire pierre par pierre et la remonter sur le terrain du collège Saint-Laurent. 1811-1812 et qu'on connaît, qui a été classé sous le nom de maison Saint-Laurent dit Berrichon ou la maison de Pinière. Alors donc, qui est un agent impliqué dans le transport maritime, et ça depuis 1831, qui va s'installer ici, l'hôpital de Mademoiselle Mare. Alors, juste fondé en 1832, lorsqu'on va faire des transactions mobilières pour la première compagnie de chemin de fer, qui va construire le chemin de fer de la Prairie à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, inauguré en 1936, les actions vont... Alors donc, vous avez, on le voit ici, alors à l'époque, en 1685, il y a deux gros édifices à proximité. La partie centrale de cet édifice, le vieux séminaire, le séminaire, et en plein milieu de la rue, la première église paroissiale qu'on va inaugurer en 1683. Alors, vous avez qu'au début du 18e siècle, on va y ajouter des ailes et on songe à reconstruire un nouveau séminaire en deux étages. On va démolir l'aile F. Puis on commence à reconstruire selon les plans de John Hostel jusqu'à ce qu'on décide d'aller plutôt construire le nouveau séminaire le long de la rue Sherbrooke, là, sur les pentes du Mont-Royal. 1772, il est projeté que l'église paroissiale, elle est dans l'alignement de la rue principale, la rue Notre-Dame. Dans les années 1720, on doit agrandir cette église paroissiale. Ça devient... On décide que c'est trop petit, qu'il faut construire en plus grand. Et les seigneurs de Montréal décident qu'ils ne recommenceront pas à tous les 10 ans. Alors donc, on va faire appel à... Ils ne veulent surtout pas construire une église telle qu'on a le nom de Tempérance, parce qu'il y a une grande campagne dans le Québec ou le Bas-Canada menée par le clergé, notamment l'abbé Schlicky, en faveur de la tempérance. Dans Tempérance, on monte un carillon de 10 cloches et dans Persévérance, un gros bourdon qui pèse 12 tonnes. Alors Jean-Baptiste, quand on voulait le faire sonner, à une certaine époque, on devait avoir 20 hommes qui tiraient sur le câble pour faire vibrer Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est un système électronique qui le fait fonctionner. L'intérêt de cette place, c'est qu'on a, contrairement au domaine des Récollets, des édifices de diverses époques alentour de la place d'Armes. Jusqu'au début du 19e, cette place, c'est 117, là où se trouve la tour de la Banque de Montréal. C'est là que la Banque de Montréal, qui avait été fondée en 1817, va venir s'installer 2 ans plus tard.
dans les années 1840, c'est trop petit où ils sont et vont faire construire l'immeuble qui est devant nous, de style néo-renaissance italienne qui ressemble au Panthéon de Rome, inauguré en 1847. Eh bien, aujourd'hui, toute la face nord, ça appartient à la Banque de Montréal. Un haut pour un gratte-ciel, mais au 19e siècle. Un gratte-ciel, c'est un édifice avec un ascenseur à l'intérieur, parce qu'avant ça, on ne peut pas construire bien plus haut que 4-5 étages. Il faut monter, hein? Donc, le premier édifice inauguré en 1889, c'est l'édifice de la New York Life Insurance. Il y a un siècle, la Ville de Montréal est qu'on va inaugurer cet immeuble, l'édifice Aldred. Et regardez, les magnifiques édifices Paul-Philippe Hébert sont sur le même modèle. Le personnage principal est toujours en haut et à la base, il y a des éléments qui nous renseignent sur la vie du personnage. On va s'en tenir aux 4 personnages au coin. Jeanne Mance, qu'on appelle aujourd'hui la cofondatrice de Montréal, fondatrice de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, le major Lambert Doss, juste ici. Alors, l'hôpital, la maison ou l'hôpital de Mademoiselle Mance, c'est ça. C'est en bois, c'est pas ben gros, mais il faut mentir qu'à l'époque, quand on inaugure, la population à Ville-Marie, c'est moins que 100 personnes. Donc, ça ne prenait pas un gros hôpital comme on en ouvre aujourd'hui. Alors, ça accommode une dizaine de personnes. Datant du régime français, ces édifices-là ont été construits sous le régime anglais, mais par des Canadiens qui construisaient comme ils construisaient sous le régime français. Donc, c'est typique de la façon qu'on construisait à Montréal. L'église des Jésuites. Alors, en 1789, le gouvernement britannique va céder l'église des Jésuites aux Anglicans. La première vraie église Christchurch, c'est ici, l'ancienne église des Jésuites. Au début du 19e siècle, on lit l'église, puis il n'y a rien de mieux de remplacer une église par une prison, donc on va construire, même pas celle-là, la première vraie prison, elle va brûler avant qu'elle ouvre ses portes. Donc, ce n'est qu'en 1806 qu'on va construire ici cette prison. Quand on construit la nouvelle, pas loin du pont Jean-Cartier, au pied du courant, bien, éventuellement, on va recycler l'ancienne prison. On va céder tout le terrain à la Ville de Montréal, qui va démolir l'édifice et va y aménager un espace public, la place Neptune, parce que dans le milieu du bassin, il y a une fontaine qui représente le dieu Neptune. Et en 1930, on enlève le dieu, on met dans la partie nord, on dévoile un monument dédié à Jean Beauclerc, le dernier officier de marine à combattre pour la Nouvelle-France. Et c'est un peu un pied de nez des Canadiens à Nelson en face. Alors donc, c'est un petit espoir, un compatriote de Beauclerc, Paul-Eugène Benet, qui réalise ce monument. Il va participer à la défense de la forteresse de Louisville, de Louisbourg en 1958. Et l'armée de Montgomery américaine va pénétrer dans Montréal sans livrer bataille. Ce qui fait que, fin du 18e, les marchands de Montréal là, trouvent qu'on étouffe dans la ville et qu'il faudra bien les démolir pour permettre à la ville de se développer. Londres donne son OK en 1801 et c'est à compter de 1804 jusqu'à 1817 qu'on démolit les murs. Or ici,
on avait réservé où se trouvaient les murs des terrains de chaque côté pour pouvoir manœuvrer. Donc, quand on les démolit, on va essayer de redonner aux anciens propriétaires ces terrains-là dans la mesure du possible. Donc ici, ben, l'ancien domaine des Jésuites, comme ça appartient au gouvernement britannique, on va donner le terrain en arrière au jardin, aux Britanniques. C'est une pente abrupte et les Britanniques décident d'en faire un champ de Mars, un champ de manœuvre militaire. Donc, on va livrer le terrain. Et ça va devenir aussi le premier parc public de Montréal, là où les Montréalais, Montréalaises aiment bien s'y faire voir et reluquer les autres. Donc c'est pour ça qu'il y avait un dire au 20e siècle chez les anciens, quand on parlait d'une personne qui n'était pas bien dégourdie, on disait d'elle qu'elle n'avait jamais passé sous le champ de Mars. Donc, avec la Confédération, tout ce qui appartient au gouvernement britannique est cédé au gouvernement canadien. Donc, ça devient propriété du gouvernement canadien qui va finalement autoriser la Ville de Montréal à utiliser le champ de Mars. Ce n'est qu'en 1974 que la Ville va l'acheter. Et pendant une bonne partie du 20e siècle, c'est un stationnement qu'il y a en arrière. Et ce n'est qu'en 1990, alors qu'on est à inaugurer le complexe Chose-Groupe qui est juste un petit peu à l'est d'ici, que la Ville de Montréal décide de retransformer le champ de Mars en espace vert. Et quand on le fait, on va mettre à jour une partie des murs de fortification qui n'avaient pas été complètement démolis. Ils avaient servi à étayer la terre, à la retenir. Et c'est la seule place dans le Vieux-Montréal où on peut voir d'autres choses qu'un petit pan de mur d'un sous-sol de restaurant. OK? L'épaisseur des murs à peu près 1 mètre de largeur. Et c'était 2 murs. Les soldats pouvaient se promener entre les 2 murs. Et avant de se diriger vers la rue nationale, au style du bâtiment, il n'y avait pas de fenêtre. Alors, quand la Ville de Montréal, en 1982, va décider qu'on conserve notre hôtel de ville. Et quand on prend une décision comme ça, il faut répondre aux besoins de la technologie et des normes de sécurité d'aujourd'hui. Il a fallu injecter 23 millions de dollars. OK? Et l'administration Doré, qui est entrée à l'hôtel de ville en 87, au moment où on s'apprête à rénover à l'intérieur, décide d'aménager au niveau de l'entretoit les bureaux du comité exécutif. Il n'y avait rien là, c'était des services comme un grenier. OK? Donc on a fait un étage à bureau et M. le maire voulait avoir son bureau en plein centre. Donc comme il n'y avait pas de fenêtre, ben, il a fallu ouvrir le toit de cuivre, le refermer. On ne pouvait pas mettre que des vitres, il fallait les entourer de pierres de taille sculptées comme toutes les autres fenêtres du bâtiment pour respecter le style. Et c'est ça qui a fait presque 300 000 $. Parce que les fenêtres en soi, là, c'est un sculpteur londonien, Robert Mitchell, qui en est responsable. Le matériau, c'est une pierre artificielle. On va inaugurer ce monument en 1809. Pensez que la colonne Nelson à Trafalgar, à Londres, a été mise en place en 1843. Ici, 1809. 2 fois, récemment, on va descendre la statue pour la restaurer en 78. Et quand on le fait en 78, on décide de la recouvrir d'une matière plastique, fibre de verre, pour la protéger. Quand on va la redescendre en 97, on va réaliser qu'on n'a pas fait une bonne affaire, parce que l'humidité qui est mis en dedans, et que là, si on veut la restaurer, on ne pourra plus jamais la remonter à l'extérieur. Donc, ce qu'on a remonté en 99, c'est une réplique de l'original qui est exposée actuellement au Centre d'histoire de Montréal dans sa nouvelle exposition. Alors donc, on va traverser. Alors,
On va parler de l'hôtel. Avant de parler ici, comme on a l'hôtel de ville, eh bien, c'est le 12e, ce qu'on voit devant nous, le 12e hôtel de ville de Montréal. Et c'est, si on parle des trois plus importants, pendant 26 ans, l'hôtel de ville est dans le marché Bon Secours, qui est juste en arrière. S'il n'y avait pas cette horreur-là, on verrait le marché Bon Secours devant. Alors donc, vous avez que de 1852 à 78, c'est au marché Bon Secours que se trouve l'hôtel de ville. Et dans les années 1860, Montréal, c'est la métropole du Canada. Et on cherche la plus belle place pour construire l'hôtel de ville, la plus belle place, c'est là. Les jardins du gouvernement. Alors, et la ville donc va acquérir du gouvernement canadien les jardins d'une partie du Champ de Mars pour y construire le premier hôtel de ville. OK, c'est celui-là. Un magnifique édifice de style Second Empire qui va être inauguré en 1878. Et le 3 mars 1922, un feu va détruire l'intérieur. Tout ce qui reste, c'est les murs. On utilise les murs, on va ajouter un étage, changer la forme du toit et tout refaire l'intérieur. Et c'est en 1926 qu'on réouvre l'hôtel de ville. Et comme je le disais tout à l'heure, en 82, la ville décide qu'on va garder cet édifice-là comme hôtel de ville plutôt que de construire moderne. Et avec la fusion de toutes les villes sur l'île de Montréal, bien, sachez que l'hôtel de ville de la nouvelle ville de Montréal, c'est ici. Juste devant nous, il y avait une très, très magnifique résidence. Elle est ici. Voilà, je la montre. C'est ça. Alors, c'est la maison d'Anneau de Muy ou le manoir de Bécancour. Pourquoi? Parce que c'est François Nicolas d'Anneau de Muy, le commandant du fort de Chambly, qui en 1702 fait construire cette propriété juste ici. En 1706, il n'est pas content de l'affectation que le roi lui donne et il décide de ne pas la prendre, cette affectation-là, puis s'en va en France. Donc, c'est à sa fille qui vient de se marier avec René Robineau, baron de Portneuf, qui va lui céder cette propriété. Ils vont y habiter. Début du 19e siècle, le riche marchand James McGill va y habiter jusqu'à sa mort, de 1805 à 1813. Et lorsqu'il meurt, il va céder son terrain au centre-ville à une somme d'argent pour qu'on fonde l'Université McGill. Et en 1893, lors d'un encan, la Ville de Montréal va acheter tous les terrains le long de la rue Notre-Dame, de la place Jacques-Cartier à la rue Saint-Claude. Et en 10 ans plus tard, va tout faire démolir pour aménager ici un affreux stationnement. Et ce n'est qu'il y a quelques années qu'on va décider de le démolir et de remplacer ça par une place dédiée à un des fondateurs de Montréal, la place de la Dauversière. Alors, et en août 1999, va décéder Jean Drapeau, et dans la ville que la communauté urbaine songe à lui dédier un tas de choses, comme le parc des îles, d'en faire le parc Jean Drapeau. On va commander un monument à Jean Drapeau et on avait pensé l'installer sur l'île Sainte-Hélène, dans le parc Jean Drapeau, pas loin de la nouvelle station de métro là, qui porte le nom de Jean Drapeau, au lieu d'île Sainte-Hélène. Mais la famille va faire pression auprès de la ville en disant, écoutez, là, ce bonhomme-là, il a été maire de Montréal pendant 29 ans. Ce ne sera pas intéressant de placer sa statue à proximité de son hôtel de ville. Et c'est ce qui va être fait l'année passée. Alors donc, c'est en mai 2001 qu'on va installer la statue